Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, merci d'être là si nombreux. Nous allons parler aujourd'hui d'histoire globale autour du 21e numéro du 10e anniversaire de la revue Monde, Histoire, Espace, Relations. Un numéro qui, vous allez le comprendre, engage des conversations sur le monde lui-même comme conversation mondiale, dans un moment assez particulier, on va vous l'expliquer, qui était la première pandémie, le premier confinement, ce moment au fond où on pouvait éprouver, j'allais dire presque physiquement, l'astuce typographique du titre de la revue qui nous rassemble, Monde, avec le S entre parenthèses, parce que quoi de plus global en effet qu'une pandémie, mais l'effet de cette pandémie globale, c'était de nous séparer, de nous isoler, de faire que chacune et chacun d'entre nous était englobé dans son propre monde. Et évidemment, si on veut faire de l'histoire globale, eh bien, on ne peut se résoudre à se laisser dominer par la tyrannie de la distance. C'était ça, d'une certaine manière, le rêve de cette définition d'une histoire globale qui ne définissait pas une échelle ou un objet, mais véritablement une démarche. Et c'est de cette démarche dont on va parler. D'abord, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, à ma droite, Thi Yang Lin, qui est post-doctorante actuellement à l'Université de Genève, qui sera bientôt professeure assistante, c'est ça, à l'Université de Zurich, au mois de février, et qui travaille sur l'histoire des sciences, qui va publier à Cambridge University Press, excusez du peu, un livre sur Statistics and the Language of Global Health. Bon. Ensuite, nous avons à ma gauche Sabine Dulin, qui est professeure à Sciences Po d'histoire contemporaine, spécialiste de la Russie, de ses frontières épaisses, et qui a récemment publié L'ironie du destin, et qui est aussi une cheville ouvrière de cette revue. Et puis, plus à gauche encore, à votre droite, Laurent Varlouzet, qui est professeur d'histoire contemporaine, spécialiste d'histoire transnationale, qu'il étudie à partir des organisations internationales, comme il vient de le faire dans un livre qui est paru chez CNRS Éditions, Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance. Il est professeur à Sorbonne Université. Et puis, nous devions avoir avec nous Dzovinar Kevonian, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Caen, qui travaille sur les questions juridiques. Mais au fond, elle n'est pas là, et on le regrette, mais ça me procure la plus étonnante, la plus déstabilisante des introductions. Elle n'est pas là parce qu'elle devait venir en voiture et qu'elle n'a pas trouvé d'essence. Et que c'est la pénurie. Et que vous savez pourquoi on ne trouve plus d'essence, parce que effectivement le monde se rappelle à notre bon souvenir dans ses contraintes, dans ses exigences, et voilà que l'histoire globale qui devait abolir la distance nous empêche de faire en voiture le chemin entre Caen et Blois. Et tout est là, au fond, depuis 2020, et peut-être un peu avant, dans ces exercices pratiques d'anti-mondialisation. J'ai l'impression, ça sera ma première question, je peux la poser à vous trois, Sabine peut-être pour commencer. Il y avait un projet quand même, un projet scientifique, historique dans cette belle revue Monde, de décloisonner, de décentrer, de désorganiser nos savoirs, qui était lié aussi à un espoir du monde. Et la première question qui est posée dans ces conversations, c'est: l'histoire globale est-elle si globale que ça? J'ai l'impression qu'il y a comme un désenchantement. Merci beaucoup Patrick d'organiser cette table ronde autour de la revue qui nous tient à cœur, puisque c'est une revue qui fêtait il y a un an son 10e anniversaire. Pour répondre directement à ta question,
Je pense que la vraie question, c'est l'histoire globale est-elle mondiale? Plutôt que l'histoire globale est-elle globale, c'est déjà l'histoire globale est-elle mondiale? On essaye de montrer dans ce numéro, finalement, à travers ces conversations, qui se voulaient absolument mondiales dans le sens où on voulait qu'il y ait des historiens de tous les continents qui participent. Donc chaque conversation était organisée de manière à ce qu'on ait soit un collègue en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Donc il y avait une volonté vraiment de faire circuler la parole à l'échelle du monde. Et si on lit toutes ces conversations, on s'aperçoit à la fin qu'il est bien difficile de faire de l'histoire globale quand on n'est pas dans les grandes universités, notamment anglo-saxonnes, pour des raisons à la fois de financement, pour des raisons parfois politiques, de difficulté à faire cette histoire. Donc il y a une difficulté en fait à ce que cette histoire vraiment s'installe dans l'ensemble du monde. Alors désenchantement, peut-être pas complètement, parce que donc c'est vrai que cette revue a été créée il y a 10 ans. C'est une revue qui au départ partait d'un point de vue très pragmatique, puisqu'on ne voulait pas faire de la théorisation sur l'histoire globale. Il y a beaucoup d'endroits où on parle de comment faire l'histoire globale, qu'est-ce que l'histoire globale. En fait, nous, on ne cherchait pas trop à définir et à faire une norme autour de cette histoire globale. On voulait la pratiquer. Et on s'était dit, il y a 10 ans, qu'après tout, il y avait déjà des pratiques d'histoire transnationale, d'histoire connectée entre les mondes, qui se faisaient aussi bien dans la vieille histoire des relations internationales qui existe en France depuis Jean-Baptiste Durosel et Pierre Renouvin, et dont on est en fait quelque part héritier, hein, puisque moi j'ai commencé comme historienne des relations internationales en travaillant sur les diplomates soviétiques à l'époque de Staline, en thèse, et Laurent aussi fait partie de cette histoire des relations internationales. Et de l'autre, on avait aussi associé des spécialistes, ce qu'on appelait les Area Studies, donc des spécialistes de l'Afrique, de l'Amérique latine, et moi-même spécialiste de la Russie, de l'Asie. Bref, l'idée c'était de croiser deux histoires qui existaient déjà en France, l'histoire des aires régionales à l'échelle du monde, et donc l'histoire des mondes d'un côté, et de l'autre l'histoire des relations internationales, c'est-à-dire cette manière de croiser les mondes. Et Zovinar, qui n'est pas là, Zovinar Kévonian, elle avait fait sa thèse sur l'histoire des réfugiés, hein, la question du droit humanitaire et des réfugiés. Donc quand on faisait une histoire des migrations, même avant le terme d'histoire globale, on faisait bien déjà de l'histoire qui reliait ensemble différentes parties du monde. Donc c'est comme ça que cette revue a été créée, et au fond, ce numéro fait l'état des lieux de la possibilité de faire cette histoire aujourd'hui en choisissant différentes thématiques sur lesquelles on va revenir. Ces différentes thématiques, ce sont le genre, l'environnement, les sciences, également les inégalités. Et cette question des inégalités, d'une certaine manière, elle traverse le numéro. Elle en forme comme la nervure, l'inquiétude. Est-ce que cette histoire globale est vraiment inclusive? On va y revenir. J'en profite pour dire que le numéro est placé sous la direction de Thomas David et Pierre Saint-Garavelou. Mais restons toujours sur ce qui vous a amené à l'histoire globale. Yang Lin, vous êtes historienne des sciences. Vous vouliez l'apprendre en grand, globalement. Mais l'histoire que vous pratiquez n'est pas une histoire globalisante. C'est une histoire qui s'approche des sources, des situations, des paysages, des visages. Une histoire connectée. On ne va pas vous embêter avec des labels, mais qu'est-ce qui vous avait amené dans ce champ de recherche? Merci pour votre question. Effectivement, je ne fais pas partie de la génération qui est déjà là depuis 10 ans. Donc, pour moi, j'avais commencé une thèse. Et à l'époque, on m'a donné un sujet de thèse, c'est d'étudier sur
Organisation internationale de la santé, c'est-à-dire que Organisation mondiale de la santé, comme je suis basée à Genève. Et après, je me suis rendu compte que quand j'étais en train d'utiliser l'archive de l'Organisation mondiale de la santé, j'ai vu qu'il y a des choses qui n'est pas ce que j'avais compris avant. Donc, j'ai commencé à utiliser des archives nationales à Taïwan et en Chine. Je me suis rendu compte que finalement, même si on regarde quelque chose qui se dit international, universalisante, mais finalement, on doit vraiment croiser les sources qui est conservée dans les archives nationales et locales. Donc, pour dire la vérité, à l'époque, je ne pensais pas que je suis historien global. Je ne m'utilise pas du tout, je n'affiche pas vraiment. Mais en même temps, je me suis rendu compte que, justement, comme Sabine a dit, l'histoire croisée, de justement croiser les perspectives est effectivement très important dans notre recherche, même si nous ne sommes pas considérés comme vraiment l'histoire globale. Alors évidemment, quand on entend des historiennes et des historiens qui travaillent dans cette direction, dans la vôtre, tout de suite ils se récrient ou ils se défendent en disant « mais j'ai fait des relations internationales, mais je n'en fais plus, je vous assure, je vous promets, je me suis guéri. » Bon, mais Laurent Varlouzet, vous en faites, vous continuez à en faire. Hein, c'est pas si mal de travailler d'abord sur l'histoire de la construction européenne depuis 1945. C'est presque courageux, tant effectivement ce thème peut paraître... Là, je parlais de désenchantement, pour le coup, politiquement, il s'agit bien de ça, mais au-delà, travailler sur les relations internationales depuis les organisations internationales, c'est travailler aujourd'hui à ne plus être dupe, effectivement, de leurs effets faussement globalisants, mais il faut continuer à le faire parce que, malgré tout, on va parler des sources, une bonne partie de vos sources sont là, hein, et pour vous aussi, la question, effectivement, de sur quoi on travaille. Oui, tout à fait. Je vous remercie de l'occasion de préciser finalement ce que peut faire l'histoire globale, aussi pour un historien de l'Europe. L'histoire globale, c'est de décentrer le regard, c'est-à-dire d'adopter un regard qui ne soit pas, alors on dit souvent européocentré, mais en fait c'est surtout un regard qui ne soit pas occidentaux-centré, d'où l'intérêt d'une perspective, par exemple, de l'Europe soviétique, comme celle de Sabine. Et cette perspective qui n'est pas occidentaux-centrée, elle permet de renouveler, y compris une histoire européenne. Là, dans le livre, par exemple, j'étudie la régulation de la mondialisation. Moi, je viens de l'histoire effectivement des relations internationales, l'histoire de la mondialisation, comment on a cherché à réguler l'économie, les politiques économiques, sociales, environnementales au niveau européen. Et en fait, étudier des archives non occidentale. Alors là, les archives que j'ai trouvées, c'est les archives de la CNUSED à Genève. La CNUSED, c'est l'organisme de l'ONU qui regroupe les pays du Sud. Alors, on en reparlera peut-être, mais c'est souvent le détour par lequel passe l'historien du global. C'est-à-dire qu'on prend des sources du Sud, mais qui sont dans des pays occidentaux, qui sont accessibles. Eh bien, ça permet d'avoir en fait le regard du Sud sur la réorganisation de la mondialisation, qui a été discutée dès les années 70, et de revisiter certaines questions encore actuelles, comme par exemple le contrôle des multinationales. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de discuter de la possibilité d'imposer un impôt minimal de 15% sur les multinationales. On parle aussi du contrôle de leurs obligations sociales, environnementales. Et en fait, c'est une thématique que moi j'avais trouvée au niveau européen dans les archives françaises, britanniques, allemandes, Commission européenne dans les années 70, mais en fait qu'on retrouve au niveau de l'ONU, du BIT et de la CNUSED, et avec des thématiques à la fois convergentes avec celles des acteurs sociaux du Nord et des thématiques spécifiques, comme par exemple ce qu'on n'appelait pas encore j'ose pas dire l'évasion fiscale parce que c'est légal, mais disons l'optimisation fiscale des multinationales, problème des migrations, problème aussi c'est-à-dire du mauvais traitement des travailleurs migrants en fait. Et puis le problème aussi de l'influence des multinationales sur le pouvoir politique. Et là, évidemment, le Chili était très bien placé jusqu'au coup d'État de Pinochet, vous savez, dans lequel, rôle duquel, les multinationales américaines ont joué un rôle aussi de déstabilisation. Donc du coup, vous avez cette histoire globale, ça permet de revisiter, y compris une histoire occidentale déjà bien connue. Et l'environnement, je ne sais pas si je peux dire un mot. Le prisme environnemental est particulièrement utile. Donc là, j'ai écrit la conversation. Nous, on l'a engagé avec
Antoine Acker, qui est spécialiste beaucoup plus que moi là, d'histoire environnementale globale, qui lui a étudié le Brésil et qui montre comment au Brésil, une perspective d'histoire globale, d'histoire environnementale, permet de mieux comprendre l'histoire alors, de la mondialisation, mais aussi l'histoire du pays. Il montre par exemple, alors c'est pas dans cette conversation, mais c'est dans ses recherches, comment au Brésil, le pétrole a été envisagé comme un moyen d'affirmation nationale, donc du sud contre le nord, avec l'entreprise Petrobras, qui était une entreprise vraiment brésilienne, enfin qui est toujours une entreprise brésilienne. Donc l'idée, c'était de s'affirmer contre les multinationales américaines. Et il a trouvé des citations très, très éclairantes du début des années 50, où pour les Brésiliens, l'exploitation pétrolière, c'était aussi un moyen de préserver l'environnement, parce que beaucoup de populations pauvres du nord-est du Brésil avaient recours à la déforestation comme seul moyen de subsistance, et donc le pétrole, comme industrie, à l'époque on appelait ça industrie industrialisante, c'était un moyen finalement d'enrichir cette population et de l'orienter vers d'autres activités qui allaient préserver la ressource forestière. Alors évidemment, c'est une espèce de renversement de l'histoire assez croustillant que trouve Antoine là. Il ne mésestime pas les pollutions, les effets négatifs du pétrole, mais c'est intéressant de voir comment on peut transformer la perspective à travers ce regard à la fois global et environnemental. Bon, et vous avez remarqué d'ailleurs que, à l'issue de ce premier tour de table rapide, que nos trois invités sont contemporanistes. Ils ne le disent pas quand ils disent histoire globale par défaut. Ça veut dire histoire globale du monde contemporain. C'est l'objet, je le précise, de la revue, en fait. Évidemment, il y a d'autres manières de le faire, puisque je suis médiéviste dans le civil. Je n'oublie pas non plus qu'on peut parler des formes anciennes de mondialisation, mais comme elle n'est pas là, effectivement dire d'un mot que Zovinar Kevonian, elle, a travaillé sur les questions juridiques, travaillé par l'échelle transnationale sur des sujets comme les réfugiés ou le droit humanitaire, et elle aurait dû, si elle avait trouvé d'essence pour mettre dans sa bagnole, elle aurait dû parler du numérique. Puisque elle a une des conversations qui forment la matière de cette revue avec Philippe Rigiel traite justement de la question numérique. Mais au fond, ça traverse toutes vos conversations, et puis c'est comme ça que vous avez fait, Sabine Dulin. C'est-à-dire que, concrètement, c'est un numéro qui est composé par des conversations par mail, faute de mieux, au moment où on ne pouvait pas voyager, pour d'autres raisons que, effectivement, la crise énergétique. Mais on voit que, effectivement, l'idée que le monde s'ouvre et va s'ouvrir indéfiniment commence à prendre du plomb dans l'aile. Et donc, il y avait aussi, dans cette forme de refus du repli, une prise de position historiographique. Donc, vous avez fait quoi, concrètement? Vous êtes envoyé des mails? Oui, alors c'est effectivement le paradoxe de parler d'histoire globale quand on ne peut plus du tout circuler, se rencontrer. Et c'est effectivement le sens, enfin c'est comme ça que l'idée nous est venue, c'est de faire quelque chose par effectivement l'outil numérique, par Internet, avec souvent quand même le retour à certaines réalités. Par exemple, nous, moi je me suis occupée de la conversation genre et histoire globale avec Fabrice Virgili. Et en fait, on avait des interlocutrices en Amérique latine qui devaient participer à la conversation, mais qui, en fait, étaient confrontées à énormément de cas de Covid, et y compris des décès dans leur famille, et donc qui n'ont pas pu finalement participer à la conversation. Donc une difficulté effectivement de construire cela, et en même temps l'usage du mail, l'usage des Google Docs, donc de faire ensemble un document sur le Drive, et chacun écrit, et puis comme ça on peut rebondir sur ce que les autres ont écrit, et c'est comme ça que petit à petit se construit une conversation. Dans certains cas, on ne se connaissait absolument pas avant. On ne s'est même jamais vu parce qu'il n'y a pas eu forcément possibilité de faire des zooms en commun à cause des décalages horaires, ou des situations des uns et des autres. Et donc, finalement, c'est une conversation qu'on a pu nouer sans forcément
avoir fait connaissance réellement, hein. Donc évidemment, c'est ça le propre de notre époque, et c'est vrai que la conversation de Zovinar et de Philippe Rigiel développe la question de toutes ces données, hein, qu'on utilise aujourd'hui en histoire, les fameuses big data, etc. Et là, je voudrais rajouter quelque chose sur cette contradiction entre l'histoire globale et les contraintes, les blocages. Moi-même, je travaille sur la Russie. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller voir des sources. J'ai beaucoup de doctorants et doctorantes qui se retrouvent avec des sujets de recherche avec une grande difficulté enfin une impossibilité en fait de se rendre pour travailler dans les archives. De ce fait, évidemment, la question de la numérisation d'un certain nombre de sources prend un certain sens, hein, et on a critiqué longtemps, quand on est dans l'histoire russe, on a critiqué longtemps les Américains qui allaient numériser, acheter en fait des fonds d'archives dans l'ancien espace post-soviétique pour installer ces archives à Harvard ou à Stanford en Californie. Mais finalement, aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être pas si mal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Américains sont tous au Kazakhstan pour aller numériser les fonds avant qu'ils n'arrivent on ne sait pas quoi, et pour avoir suffisamment d'archives pour travailler. Donc, la numérisation des fonds peut être aussi parfois un recours, hein, contre, effectivement, des conjonctures, des crises, des guerres, bref, des dictatures, bref, tout ce qui nous empêche de circuler et de pouvoir accéder à des documentations. Oui, ce qui est très intéressant dans cette conversation sur l'âge numérique de la connaissance historique, c'est qu'on voit que, encore une fois, ce qui était censé aplatir le monde, c'est-à-dire la numérisation des échanges, eh bien, n'échappe pas à la géographie, à une géographie de la domination, qu'on n'est pas toutes et tous égaux, loin s'en faut, devant l'accès à Internet, qu'il y a une conjoncture, qu'il y a une histoire, qu'il y a parfois des dictatures qui empêchent évidemment l'accès, et que, surtout, on ne peut pas dire seulement que l'histoire mondiale est l'expression de la mondialisation de l'histoire, que c'est parce que, effectivement, on circule plus aisément et qu'on communique plus facilement, ce qui n'est pas si vrai que ça, en fait, qu'il faut faire de l'histoire globale. C'est aussi parce que il y a, Sabine Dulin vient de le dire, la constitution de corpus. C'est-à-dire que quand on parle de numérisation, c'est pas simplement la transmission, c'est aussi, au fond, l'archivage et la constitution de métasources. Il y a un focus très intéressant dans la revue sur la constitution des archives énormes, hein, considérables, de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, où là, c'est des milliers, des millions, en fait, de pages d'archives qui ne deviennent accessibles que quand un grand programme de recherche internationale permet de les mettre en ligne. En histoire des sciences, il y a aussi beaucoup de ces entreprises, hein, Yang Lin. Oui. Merci. Donc, oui, effectivement, je peux vous dire que l'année passée, j'étais justement à Harvard et j'étais étonnée sur le fait que comment ils ont pu conserver les archives qui est en Chine, et surtout maintenant avec le gouvernement qui commence à justement empêcher l'accès aux archives. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est d'acheter des archives, et puis ils ont acheté des archives et ils ont acheté des livres qui n'a été publié par exemple dans le 1990, 1990 ou avant, et de le conserver dans leur bibliothèque. Donc là, on trouve aussi effectivement dans ces situations globalisantes, il y a aussi le pays ou l'endroit qui est beaucoup plus privilégié que d'autres endroits de faire l'histoire globale.
Et j'aimerais aussi ajouter sur cette coulisse qu'on était en train de préparer ces conversations, c'est-à-dire on a parlé aussi une question de décalage horaire. Même si on parle de la conversation, on est d'accord qu'on fait un Google Doc de converser avec les chercheurs au Japon, dans le centre des États-Unis, etc. Mais finalement, même de trouver un moment de se rencontrer, de parler en Zoom, on s'est rendu compte qu'on a seulement une heure pour que tout le monde soit présent et avoir la tête claire pour converser. Oui. Voilà. Alors justement, on va rentrer dans ces conversations une à une, si vous le voulez bien. Je voudrais rester avec vous, si ça vous embête pas, sur cette conversation. Donc vous avez engagé avec d'autres dans le monde entier. Donc vous avez compris que l'idée c'était de rassembler à heure dite, dans l'heure commune des fuseaux horaires, Oui. eh bien plusieurs spécialistes pour engager une conversation. Alors le plus souvent en anglais, c'est la question de la langue. Voilà, les inégalités, c'est les inégalités numériques, c'est les inégalités de genre, c'est les inégalités de langue, et tout ça, ça traverse ces conversations, et on en parlera peut-être à la fin, mais d'abord peut-être caractériser chacune de ces conversations. En histoire des sciences, c'est très intéressant. Vous travaillez sur le Global Health, sur effectivement la santé globale, et donc on peut dire, là, voilà, c'est un beau sujet d'histoire globale, mais comme vous travaillez en histoire des sciences, et que l'histoire des sciences, elle est travaillée sur le plan épistémologique par ce paradigme de la révolution scientifique qu'on peine tout de même à désoccidentaliser, qui reste malgré tous les efforts des collègues indiens et autres liés à l'histoire européenne depuis le XVIIe siècle. On peut dire que globaliser l'histoire des sciences, c'est pas simplement l'élargir à d'autres horizons, c'est trouver d'autres objets. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ça permet d'aller voir ailleurs des choses, en particulier d'autres types de savoirs, d'autres régimes de scientificité qu'on ne connaissait pas, ou plus exactement qu'on ne considérait pas. Oui, effectivement, je me permets de donner quelques exemples. C'est-à-dire qu'avant qu'on parle de l'histoire de sciences, on parle de l'histoire de sciences occidentales, dit moderne. Mais justement, avec le tournant global, on fait l'histoire de sciences, des connaissances qui ne sont pas forcément institutionnalisées par les universités, les articles scientifiques et les centres de recherche. Donc là, on commence à intéresser à la connaissance qui n'est pas institutionnalisée, mais qui existe encore dans notre vie quotidienne. Par exemple, je peux vous donner l'exemple, la technique de culture risicole. Par exemple, on a les histoires de sciences, on a commencé à regarder comment les esclaves de l'Afrique de l'Ouest ont transféré leurs connaissances sur leur riz dans le sud des États-Unis. Je peux aussi citer un exemple qui est un peu plus lointain, c'est dans le XVIIIe siècle, à Canton, en Chine, la cohabitation avec les personnes européennes et les personnes chinoises a été la diffusion de la consommation du thé. Donc, à travers ces deux exemples, on voit très bien que maintenant l'histoire des sciences est en train d'élargir leur champ d'études et les choses qui avant étaient plutôt négligées par l'histoire des sciences. Oui, et ça c'est évidemment à la croisée de beaucoup d'approches. Un exemple qui me vient, parce que c'est celui qui me préoccupe actuellement personnellement, je travaille au Collège de France avec Philippe Sansonetti, professeur de microbiologie, spécialiste des maladies tropicales. On essaye de réfléchir à des programmes de recherche et d'action sur la ville du futur du point de vue de la santé globale. Prenons un exemple tout simple. Sous nos latitudes est réapparu, du fait du réchauffement climatique, le moustique tigre. Donc, il y aura bientôt, dans quelques années, mais c'est inévitable, la dengue. Nous allons connaître la dengue, comme en Afrique, et nos villes ne sont absolument pas préparées à subir ce choc de santé publique. Et il faudra aller voir comment, en Afrique notamment, les savoirs vernaculaires
d'une autre histoire des sciences, a pu adapter les villes à ces maladies infectieuses. Je me tourne vers vous, Laurent Varlouzet. Évidemment que cette histoire environnementale sur laquelle vous avez engagé la conversation, votre conversation dans ce numéro avec Antoine Acker, hein, c'est ça, elle prend en charge ces problèmes et ces échelles, ces différentes échelles. Il ne faut pas croire que l'histoire environnementale, c'est celle qui nous voit vue du ciel. En réalité, elle nous prend aussi dans le concret de nos pratiques. Oui, tout à fait. Le jeu d'échelle est particulièrement important. Et à ce titre, on observe certaines affinités entre l'histoire globale et l'histoire environnementale. Parfois, on confond l'histoire globale, l'histoire mondiale, effectivement, en pensant qu'à partir du moment où on étudie un phénomène à échelle mondiale, on est dans l'histoire globale. Mais en fait, l'histoire globale comme l'histoire environnementale s'intéresse tout autant au relief, aux aspérités du monde. Hein. La Terre n'est pas plate. C'était comme ça qu'on définissait la globalisation au début des années 80. C'était un article dans la Harvard Business Review. Donc voilà, maintenant la Terre est plate. Donc la Terre, c'est un objet sur lequel ensuite se déplacent des facteurs de production. Bon, et donc c'est une perspective qui n'est pas du tout celle de l'histoire globale, de l'histoire environnementale. Hein. Au contraire, on cherche à situer des lieux d'interaction locaux, avec par contre des dynamiques globales comme la mondialisation, le changement climatique, la révolution industrielle. Et alors pour donner un exemple concret dont on parle un tout petit peu, j'ai déjà parlé des études d'Antoine Acker, je vais parler là de Kenneth Pomeranz qu'on cite dans le livre, pour vous faire comprendre comment cette perspective à la fois globale et environnementale permet de revisiter des problèmes anciens. Alors là, le problème, c'est la révolution industrielle. Pourquoi est-ce que le premier pays a été touché par la révolution industrielle et celui qui est devenu la puissance dominante, la Grande-Bretagne, a bénéficié en fait de cette révolution industrielle au 18e, 19e. Donc pendant longtemps, nous, historiens, on a cherché à adopter une démarche comparative européenne. Pourquoi est-ce que c'est la Grande-Bretagne et pas la France? C'était le grand problème de François Crouzet. Grande-Bretagne et pas l'Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne après a dépassé la Grande-Bretagne, etc., etc. Est-ce que c'était une révolution liée aux technologies, à la consommation? Bon. Et ensuite, on a adopté une perspective plus globale pour intégrer l'impérialisme et une perspective environnementale pour intégrer les ressources naturelles. Et là, c'est ce qu'a fait Kenneth Pomeranz et d'autres, mais Kenneth Pomeranz a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle La Grande Divergence. Pourquoi, à un moment, a-t-on eu une divergence entre l'Angleterre et la Chine? Alors, il étudie en particulier le détroit, le delta, en fait, du Yangtze, la région de Shanghai et autour. Pourquoi? Bon, déjà, pour étudier des régions de taille comparable, et parce que, selon lui, il a recalculé le PIB, évidemment, il n'y a pas de PIB à l'époque, mais il a essayé de recalculer le niveau de vie, le niveau de richesse de production de ces deux régions. Et pour lui, donc, à la fin du 18e, on était à peu près au même niveau de richesse entre le delta du Yangtze et la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne a nettement dépassé la Chine au 19e? Eh bien, nous dit-il, c'est déjà pour une raison environnementale, c'est que la Grande-Bretagne avait du charbon facilement accessible, à bas coût. Le charbon qui a un pouvoir calorifère beaucoup plus important que le bois. Hein. Si vous faites tourner un train avec du bois, il faut que tous les wagons soient chargés de bois en fait. Hein, alors qu'avec du charbon, vous pouvez le concentrer dans un temps d'air. Et puis le charbon sert aussi, en fait, c'est une matière première pour faire du métal de bonne qualité. Dans les hauts fourneaux, vous mettez du charbon, mais du charbon de bonne qualité. Ce qu'on appelle le charbon à coque. Donc c'est très important d'avoir du charbon comme source d'énergie et aussi pour produire du fer de bonne qualité, de l'acier de bonne qualité. Donc la Grande-Bretagne en avait, pas la Chine. Et Pomeranz pousse le raisonnement plus loin avec ce qu'il appelle les ghost acres, c'est-à-dire les hectares manquants, c'est-à-dire les surfaces de terre manquantes. Il a calculé que si la Grande-Bretagne avait dû alimenter toutes ses usines textiles en laine à partir de ces pâtures, eh bien, tous les champs en Grande-Bretagne auraient dû être consacrés à l'élevage de moutons. Et donc, on aurait dû raser toutes les forêts, supprimer toutes les cultures. Et donc, ce qui a permis aux industries textiles britanniques de se développer, c'est les importations de laine et aussi importations de coton, y compris des pays du sud des États-Unis. Et donc, c'est là qu'on retrouve l'impérialisme, l'esclavagisme, c'est-à-dire que même si l'esclavagisme, la traite des Noirs avait été interdite en Grande-Bretagne
en 2 étapes, définitivement en 1833, l'esclavagisme. La révolution industrielle britannique s'est quand même nourrie du travail des esclaves au sud des États-Unis, à la fois pour la production de coton et aussi pour la production de sucre, parce que le sucre, évidemment, c'est un moyen très facile d'améliorer l'alimentation des ouvriers, évidemment, parce qu'il y a une très forte concentration de calories. Et Pomerantz fait le calcul avec plusieurs produits de ce type. Donc voilà, le coton, la laine, que la Grande-Bretagne a pu importer grâce à son empire, en interdisant parfois les productions locales concurrentes, en introduction, par exemple, la production d'indiennes. Les indiennes, c'était des productions textiles d'Inde. Et puis, en profitant de son empire, alors formel et informel, parce que l'Amérique n'était plus dans son empire, mais profitant de la puissance de la Royal Navy. Donc, là, encore une fois, l'explication de Pomerantz ne contredit pas ce qui a été dit précédemment sur l'importance des innovations technologiques, de facteurs propres à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, mais ça la complète, vous voyez, par une perspective à la fois globale et environnementale qui permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi la Grande-Bretagne a émergé comme puissance dominante au 19e. Oui, Pomerantz est évidemment un des personnages récurrents de cette conversation, comme est récurrente la référence à l'Empire, formel ou informel, selon effectivement les travaux récents de Thomas David et de Pierre Singaravello qui dirige le volume, qui a rappelé effectivement que l'Europe n'a aucun privilège sur le monde, pas même celui de l'impérialisme colonial, qui a eu d'autres impérialismes, d'autres colonisations, et qui a aussi, d'ailleurs, qui s'est inspiré de Kenneth Pomerantz dans, je dirais, la technique contrefactuelle, puisque finalement Pomerantz tente de comprendre pourquoi la révolution industrielle en Angleterre et pas en Chine. Je vous oublie pas, Sabine Dulin, mais je voudrais me tourner encore une fois vers Yi-Teng Lin sur cette question-là, parce que on l'a entendu, l'histoire globale, en tout cas dans sa version mainstream, américaine, anglo-américaine, c'était une réflexion sur l'occidentalisation du monde, qui tentait de l'expliquer, de la justifier peut-être, avec cette obsession, pourquoi eux et pas nous, pourquoi nous et pas eux, et le rapport entre l'Europe et la Chine, en particulier du point de vue de l'histoire des sciences, a été longtemps obsédant, c'est-à-dire tenter de confronter, de mettre en regard la science chinoise et la science occidentale en se demandant quels étaient les effets d'écho, de symétrie, de retard. Et là encore, une conversation globale sur l'histoire des sciences doit dépasser ce face-à-face, ce vis-à-vis Europe-Chine. Oui, effectivement, c'est que ce que Laurent a parlé sur l'histoire des sciences, on trouve une synthèse qui s'appelle celui de Joseph Needham. Donc, il pose la question sur pourquoi la révolution scientifique il y a eu lieu dans le pays occidental, mais pas en Chine. Mais avec cette question-là, on se trouve toujours que la Chine était en train de rattraper Européens, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est si on regarde sur le développement de sciences de la Chine dans le XXe siècle, on le trouve, la circulation, même si pendant la guerre froide, pendant la révolution culturelle, n'a jamais été arrêtée. C'est-à-dire que même pendant la révolution culturelle, on voit les scientifiques japonais qui vont en Chine pour discuter sur le grand projet de la santé publique. Et même pendant la période là, ça s'appelle de apprentissage de l'Union soviétique. Là, en fait, on trouve aussi des scientifiques italiens, français, etc., d'aller en Chine. Donc, en fait, finalement, la question peut-être ce n'est pas pourquoi il y a la science chinoise et la science européenne, mais en fait, justement, avec le tournant global, on peut vraiment regarder ces échanges qui n'ont jamais eu été arrêtés, même pendant le moment très difficile. Même peut-être aujourd'hui, on commence à se poser la question aussi sur l'échange avec la Chine. Voilà. Merci. Et effectivement, c'est un des thèmes qui parcourt, qui circule, qui traverse ce numéro, comme celui évidemment des jeux d'échelle, micro, macro, mais je ne veux pas nous engager dans une conversation trop épistémologique ou trop théorique, mais vous savez bien que justement ce qui est en jeu dans l'histoire globale, c'est la possibilité, nous avions
l'honneur de recevoir Carlo Ginzburg hier d'une micro-storia globale, c'est-à-dire au fond de saisir des situations situées, ce qui nous permet de ne pas perdre de vue l'humain, les visages, les paysages et de les globaliser, en somme. Sabine Dulin, on a parlé des différentes conversations, donc sur l'environnement, sur la science, sur le numérique. Vous avez mené celle qui concernait le genre. Le monde a-t-il un genre? Ce qui désignait à la fois voilà, la question de ce que l'histoire globale fait au genre, ce que le genre fait à l'histoire globale, mais aussi dans nos pratiques concrètes, comment on fait. Et on retrouvait l'empire, paradoxalement, dans cette question. Oui, alors d'ailleurs, moi je suis pas du tout une spécialiste du genre, même si donc je m'étais associée avec Fabrice Virgili qui l'est beaucoup plus. Mais en même temps, si, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur les frontières de la Russie et de l'Union soviétique, et je me suis beaucoup intéressée à la figure du garde-frontière. Et il n'y a pas plus masculin qu'un garde-frontière. Donc, comme vous le savez, l'histoire du genre, c'est pas l'histoire des femmes, c'est l'histoire du rapport entre, justement, masculinité, féminité, la manière dont les rapports de domination ont lieu. Donc, ce garde-frontière, mais aussi la réflexion sur l'empire, sur la question de l'histoire impériale, est évidemment un moyen d'arriver à la question du genre, et on voit bien dans la conversation dans laquelle on avait donc un certain nombre de chercheuses et un chercheur, Ben Cohen, qui travaillait beaucoup sur les mondes non européens, puisque lui travaillait sur le Brésil, Yulia Gradskova travaille sur l'Amérique latine et le monde communiste. Et il y avait aussi ma doctorante, Anna Sidorevitch, qui a participé à la conversation et qui, elle, travaille sur les dissidentes féministes en Russie, ainsi qu'une collègue à elle qui est du Kazakhstan. Donc, ce qui est intéressant dans cette conversation, c'est d'abord de voir le rôle du... Enfin, une sorte... On a volé l'histoire globale aux femmes, d'une certaine manière, parce que dans les années 70, le militantisme féministe avait entraîné une vaste organisation mondiale, en fait, de femmes qui s'intéressaient de manière globale au problème, le problème commun de la domination et de la nécessaire émancipation des femmes était un phénomène qui, dans les années 70, avait pris une dimension globale. Je trouvais ça très intéressant de voir que donc notre collègue nigériane qui a participé à la conversation, pour elle, l'émergence de l'histoire globale, c'est la décennie des femmes de l'ONU dans les années 70, avec l'année de la femme en 1975, qui a entraîné dans les pays africains de grands événements scientifiques qui ont mis sur le devant de la scène la question de la situation des femmes, qui était jusque-là, dans des sociétés très patriarcales, absente. Donc, il y a finalement, il y avait déjà des structures, des réseaux, des interconnaissances dès les années 70, mais au fond, quand l'histoire globale s'est institutionnalisée, donc beaucoup plus tardivement, dans les années 80, 90, plutôt 90 même, 2000, eh bien, quelque part, on a oublié cette expérience-là et l'histoire globale qui avait tendance à favoriser les grands récits qui d'ailleurs partaient de loin, très souvent c'était pas du tout en histoire contemporaine, on était dans de la deep history parfois, donc on allait beaucoup plus loin, finalement étaient souvent quelque chose qui relevait d'une histoire faite par les hommes. Donc ça c'est un premier élément qui apparaît dans la conversation. Le deuxième élément, c'est effectivement le lien entre genre, histoire globale et empire. Pourquoi ? Parce que l'apport peut-être essentiel de l'histoire du genre en lien avec l'histoire globale, c'est cette question de l'intersectionnalité. Ce terme qui signifie quoi ? Qui signifie qu'il y a une triple domination qui se voit très bien dans le cadre des empires. La domination coloniale, la domination masculine et la domination entre les races, enfin la hiérarchie entre les races. Et tout ça joue ensemble, ce qui fait que finalement les premiers auteurs à travailler vraiment ce lien entre l'histoire
globale et l'histoire du genre, ça a souvent été des historiennes de l'Inde, des historiens de l'Inde, dans le cadre de ce qu'on appelait les subaltern studies, les études subalternes, qui ont essayé de montrer comment la domination coloniale était aussi une domination de genre. Et alors, dernier point que je voudrais évoquer, voilà, il y a une phrase dans la conversation qui est celle de Madina Tlostanova, qui est une Russe qui a écrit sur la question du genre et qui dit la chose suivante: pourquoi se couper les pieds pour les faire entrer dans des chaussures occidentales? En fait, et c'est tout à fait le sens du travail de Anna Sidorevitch, donc une Russe qui fait sa thèse avec moi et qui travaille sur les féministes dissidentes de Leningrad dans les années 70-80. Ces féministes dissidentes qui sont à la fois, qui critiquent à la fois le monde communiste, avec y compris le discours féministe des communistes, mais qui est un discours qui n'aboutit pas à une vraie réalité d'émancipation des femmes, d'un côté, de l'autre, un milieu dissident très masculin et qui laisse aux femmes le droit de recopier les textes écrits par les hommes. Donc, entre ces deux milieux, vous avez donc ce groupe de femmes dissidentes qui, bien sûr, produit beaucoup d'écrits et qui donc intéresse, par exemple, le MLF. Donc, le MLF noue des relations avec ces groupes féminins dissidents de Leningrad, sauf que là, il y a un vrai malentendu interculturel qui se joue. C'est-à-dire que le MLF traduit en français les écrits de ces dissidentes féministes, sauf qu'il y a quelque chose de très bizarre, c'est que ces féministes dissidentes sont ultra-religieuses, ultra-orthodoxes. Et alors là, évidemment, ça coince au niveau du MLF, parce que c'est vraiment pas la même culture, le même background culturel. Et là, on est au cœur d'une question qui est posée par Madina Tlostanova, qui est de dire qu'il y a d'autres rapports entre modernité et tradition que le rapport qu'on a en Occident. Ce rapport, voilà, il y a la tradition d'un côté, la modernité, voilà ce que c'est que la tradition, voilà ce que c'est que la modernité, et la religion fait partie de la tradition, et donc ne va pas dans le sens de la modernité. Et elle essaye de... donc on a plusieurs travaux, et celle qui est kazakh et qui intervient dans la conversation le souligne. Il y a plusieurs travaux qui montrent à quel point on peut, dans un certain nombre de mondes non occidentaux, associer autrement tradition et modernité pour malgré tout nourrir une émancipation féminine. Oui, c'est très intéressant. Et c'est peut-être l'occasion aussi, je crois que vous le citez dans l'article, d'évoquer, dans une historiographie en langue française, le livre de Florence Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, qui avait sorti en 2018, je crois. C'est une autre origine, en fait, de l'histoire globale, déplacée, enrichie. L'histoire globale, si on l'envisage effectivement comme un jeu d'échelle, enfin, je veux dire, voilà, longue durée et petite échelle, c'est-à-dire le monde depuis les origines, alors effectivement, c'est aplatissant et c'est amnistiant pour les effets de domination. Et j'en viens effectivement au dernier point qu'on peut évoquer ensemble avant d'engager la conversation. C'est-à-dire que, je le disais, c'est la dernière conversation du numéro sur les inégalités. Mondialiser l'histoire globale, ça veut dire, d'une certaine manière, prendre en compte ces effets d'inégalité de genre, également, évidemment, géographique ou politique. Yitang Lin, c'est intéressant d'ailleurs ce que Sabine Dulin a dit, parce que ça pose, au fond, cette question de l'universalisme, qui est une question qui se pose en histoire des sciences. C'est-à-dire que nous savons bien que nous appelons le plus souvent universalisme l'universalisation de notre point de vue particulier. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas travailler, et ça a évidemment des conséquences politiques directes, à la constitution d'un répertoire de causes et de valeurs communes. Bon, et donc, la question de la valeur de la science, au fond, comme domaine de recherche pour vous, mais aussi comme pratique pour nous toutes et tous,
C'est un enjeu qui est brûlant, qui est sérieux. Oui, effectivement. Donc, pour nous, la question, enfin, on a posé ces questions à notre participant de cette conversation sur l'histoire des sciences. On a demandé, mais finalement, dans ces demandes de décentralisation, de narration, etc., est-ce qu'on peut toujours trouver quelque chose qui est universalisante? Et la réponse qu'on nous avait donnée, c'est oui. Mais il nous faut un peu de créativité. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait l'histoire de sciences, on ne regarde pas, peut-être pas discipline par discipline, mais on doit trouver un thème qui est peut-être plus universalisante. Donc, une des exemples qu'on nous avait donné, c'est la violence. Donc, par exemple, la première rencontre scientifique entre les pouvoirs impériaux et d'autres sociétés, la plupart du temps, c'est lié à la violence. Et cette violence a impacté sur comment les autres sociétés a considéré par rapport à la science. Et celui-ci a leur aidé, enfin, a leur impacté dans le sens où ils ont appris la science pour, justement, c'est un instant de survie, de pouvoir se défendre en face de les pouvoirs impériaux, etc. Donc, finalement, je pense que, pour répondre à votre question, donc, finalement, on est d'accord que il y a toujours une possibilité de trouver quelque chose plus englobant, mais il nous faut un peu de créativité et peut-être celui-ci ne trouve pas dans la discipline de la science. Même rapport pour l'histoire environnementale, Laurent Varlouzet. A priori, on se dit, voilà, le changement climatique transforme la Terre en communauté de destin et de danger. Nous sommes tous unis sous le ciel, sauf que non. Sauf que, évidemment, l'histoire environnementale telle qu'on la pratique aujourd'hui, eh bien, elle redéfinit et elle redramatise, d'une certaine manière, les rapports nord-sud. Oui, tout à fait. Donc, dans la conversation, on a par exemple Iris Borowy qui a travaillé sur la commission Brundtland, c'est la commission de l'ONU qui a inventé la notion de développement durable. Et elle montre bien, alors plus dans son livre que dans la conversation, on l'avait poussé un peu là-dessus, mais elle n'a pas trop voulu en parler. Elle montre bien dans son livre comment le concept de développement durable a été issu d'un compromis entre alors l'Est et l'Ouest, il y avait des experts de l'Est et de l'Ouest, mais aussi le Nord et le Sud en fait. Parce que pour le Sud, pour les pays qu'on appelait à l'époque en voie de développement, bon, toute cette préoccupation environnementale issue des pays du Nord qui a émergé vraiment, qui s'est imposée à l'agenda dans les années 70. Il y avait le premier rapport en 73 sur les limites de la croissance en fait. Le fait que le monde avait des ressources finies et qu'il fallait absolument passer à une forme, aujourd'hui on dirait, de sobriété. Et les pays du Sud disaient oui, mais c'est un frein au développement. Et donc le compromis, ça a été la notion de développement durable associée à des transferts nord-sud, parce que dans cette commission Brundtland, dans ces travaux de l'ONU, y compris aussi toutes les conférences de l'ONU qui ont suivi après dans les années 90, on associait développement durable, donc préservation de l'environnement, mais aussi une forme de dette écologique des pays du Nord vers les pays du Sud à rembourser par des formes de transferts financiers. Et donc c'est aussi l'enjeu des négociations climatiques actuelles. Evo Morales parlait en 2010 de décolonialiser l'atmosphère en fait, puisque justement il y a tout un... Aujourd'hui, les pays du Sud font partie des plus gros émetteurs, mais historiquement, en fait, il y a tout un stock de CO2 qui se trouve dans l'atmosphère lié aux émissions des pays du Nord. Donc voilà, la notion d'inégalité est au cœur de cette articulation entre histoire globale, histoire environnementale. Et pour citer juste un dernier petit exemple, y compris voilà, quand on fait l'histoire européenne, c'est intéressant. À partir des années 70-80, voilà, les normes environnementales se sont durcies pour un certain nombre d'activités industrielles, et donc les pollutions ont été exportées en fait au sud, soit par une exportation des activités les plus polluantes, soit parfois par une exportation des déchets. À tel point que, et donc là vous avez un historien américain par exemple, Mathieu Somm, qui étudie comment des entreprises allemandes ont passé des accords avec des collectivités locales turques pour tout simplement exporter leurs déchets, en fait, qui étaient trop coûteux de dépolluer en Allemagne. Ça a pu être résolu que par des accords au niveau
mondiaux et européens conduit à la fin des années 80-90. Donc oui, effectivement, hein, je crois que les perspectives globales et environnementales, ça a été dit plusieurs fois dans différentes conversations, ça ne doit pas aboutir à tout relativiser, tout lisser. Hein. Il y a des rapports de force, des rapports d'inégalité qu'il faut reconstituer. Et voilà pourquoi la dernière conversation s'appelle Histoire globale avec des S entre parenthèses, convergence et inégalité. Elle est menée par Thomas David, Anne-Isabelle Richard et Pierre Singaravelou. Et c'est au fond, elle donne le ton. Alors je disais, sinon désenchanté, du moins inquiet, Sabine Dulin, de ces conversations. On était à un moment où on pouvait penser que tout le monde était embarqué dans la même galère, hein, c'était le Covid, et c'était le Covid pour tout le monde. Alors vous avez eu l'idée de converser, de faire effectivement, de faire jouer cet idéal de l'universalisme, c'est-à-dire le monde est une conversation. Et vous vous êtes rendu compte, il y avait des questions de décalage horaire, il y avait des questions de langue, on y reviendra peut-être à la toute fin, que ce qui, justement, dans cette situation-là, ressortait de manière saillante, c'était les inégalités, mais alors entre vous, hein, de rapport à l'information, à la liberté de recherche, à la langue, et que il y a un moment où il faudra aussi que le monde académique prenne en charge ça et ne se berce pas d'illusions sur la possibilité d'avoir une conversation mondiale éthérée, comme si c'était la République des lettres. Non, non, on n'est pas tous dans le même bateau. Oui, alors c'est vrai que dans la conversation genre, c'était particulièrement frappant, puisque aujourd'hui, il y a une fermeture dans un certain nombre de pays de tout ce qui relevait de l'histoire du genre, pour des raisons politiques, donc que ce soit en Pologne, en Hongrie, en Russie, évidemment dans la plupart des pays africains du Moyen-Orient, il y a une véritable impossibilité en fait de faire de l'histoire du genre. Notamment notre collègue kazakh soulignait à quel point il y avait eu le développement dans les années 2000 de justement possibilités, financement, y compris d'ailleurs étrangers, pour développer une histoire avec une place pour les femmes, je veux dire, l'histoire du genre. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces pays-là, notamment dans l'espace post-communiste, les femmes sont très présentes dans les universités. Donc c'est pas une question là d'absence des femmes dans les milieux intellectuels, pas du tout. Les femmes sont très présentes. Mais en revanche, ce qui est très difficile, c'est de développer une histoire du genre qui est considérée comme trop subversive. Et donc, on a très souvent renommé les centres qui se développaient dans ce cadre, centres d'histoire de la famille. Donc, on voit bien l'évolution de l'interprétation. Donc, il y a en fait déjà des terrains sur lesquels, des terrains historiographiques, sur lesquels une partie du monde, pour lequel qui ne peuvent pas véritablement être menés dans une partie du monde aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement aussi la question de la langue. Ça nous a beaucoup frappé. Nos collègues latino-américaines ne pouvaient pas faire la conversation en anglais. Alors heureusement, on a DeepL. Ça, c'est un outil magnifique pour la conversation mondiale. Grâce à DeepL, certains morceaux de conversation qui étaient écrits en espagnol pouvaient être traduits en anglais pour ceux donc, qui ne comprenaient pas l'espagnol. Au fond, à la fin, on a fait notre conversation, on l'a traduit en français, mais si vous achetez la revue, vous verrez que c'est pas du meilleur français, parce qu'en fait, finalement, et on n'a pas voulu lisser la traduction, on a laissé la traduction telle qu'elle apparaît, et qui est liée au fait que, y compris ceux qui parlent en anglais, parlent un anglais qui n'est pas l'anglais de Cambridge ou d'Oxford. C'est un anglais qu'ils ont appris au Kazakhstan, au Nigeria, avec voilà, un niveau qui n'est pas celui de la langue de Shakespeare. Ce qui fait qu'on s'aperçoit aussi
dans ces conversations que parfois on n'arrive pas à exactement exprimer toutes les nuances de son point de vue, exactement tout ce qu'on voudrait dire. Pourquoi ? Parce qu'on a le blocage de la langue, avec donc cette évidemment domination de l'anglais qui n'est pas maîtrisée par tout le monde de la même manière. Et c'est évidemment aussi une source d'inégalité, puisque certains peuvent exprimer exactement ce qu'ils pensent et les autres sont obligés d'essayer d'approcher par une langue qui n'est pas la leur de ce qu'ils pensent. Et à la fin, on a tout traduit en français, mais avec ces imperfections qui sont liées évidemment au statut de la conversation dans un monde certes globalisé, mais avec des écarts importants. Toutes et tous ne le savent peut-être pas, donc je le précise, DeepL, c'est un logiciel de traduction automatique totalement révolutionnaire, parce que pendant des années, on a voulu apprendre aux ordinateurs la grammaire, et ça marche pas. En réalité, ce qui marche, et ce qui marche au-delà en fait des espérances des informaticiens et des linguistes, c'est de baigner des machines dans un océan de très grandes données, c'est-à-dire d'en faire des bébés qui sont plongés dans le langage, et ils apprennent tout seuls, si j'ose dire, et ça fait des progrès assez fulgurants, et il faut savoir qu'il y a, gratuitement ou presque, sur nos ordinateurs, la capacité, effectivement, de traduire correctement, mais pour communiquer, pas pour écrire, pour communiquer, dans toutes les langues, ce qui, évidemment, devrait peut-être réorganiser les termes de la conversation mondiale. Ça m'a beaucoup frappé, c'est vrai, en vous lisant, si je peux me permettre un commentaire, l'irruption peut-être un petit peu inattendue de cette question de la langue. Au fond, et Robert Frank, qui était à l'origine du projet, le rappelle dans son introduction, puisque je rappelle que nous parlons des 10 ans de cette revue. Il y avait la volonté de faire une revue francophone, dans un monde qui est effectivement pas globalisé, mais globichisé. Si on prend le Journal of World History, qui est, je dirais, l'organe officiel de la veine la plus mainstream de l'histoire globale, les derniers comptages montrent, si on prend les notes de bas de page, qu'il ne cite que de l'anglais à 95%. Donc l'histoire globale américaine est provinciale. Elle dédaigne le monde. Alors, qu'elle ne lise pas le français, pourquoi pas, après tout, mais ne pas lire l'espagnol, par exemple, ou le chinois, quand on travaille sur l'Empire, c'est quand même très problématique. Et là, je trouve qu'il y a, pour l'instant, un embarras, nous en sommes là, qui n'est pas évidemment résolu. Et puis chacun, Yitang-Lin, avec évidemment ses moyens et sa culture, se débrouille avec ça. Pour vous, j'imagine que voilà, l'anglais, c'est plutôt une libération pour pouvoir parler avec tout le monde, mais en même temps, la vraie langue de communication, c'est pas une langue où on choisit ce qu'on peut dire en fonction de, enfin, on choisit ce qu'on veut dire en fonction de ce qu'on peut dire, parce que c'est ça l'anglais. C'est que finalement, on décide de dire quelque chose qui correspond à son niveau de langue, mais qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut dire. Idéalement, la langue de la conversation mondiale, c'est la traduction. C'est une question plutôt difficile à répondre, mais je me permets d'abuser un peu de parler de ma expérience personnelle. Donc, pour moi, en fait, j'ai passé 12 ans dans un pays francophone, tout d'abord en France, à Paris, et ensuite en Suisse romande. Donc, pour moi, la langue, c'est effectivement un problème, mais en même temps, c'est très enrichissant de l'apprendre parce que c'est intéressant. On apprend la langue, on apprend un petit peu aussi sur la mentalité, sur, par exemple, dans la langue anglais et français, on a des conceptions assez différentes. Mais pour retourner sur la conversation, effectivement, pour nous, on a aussi eu la situation que
est-ce qu'on va faire en français ou en anglais? Et puis, comme nous sommes des historiens de sciences, on est vraiment on s'inquiète sur le fait que cette monopolisation de la publication en anglais dans notre domaine. Donc, en fait, il y a pendant notre conversation, il y a Kenji Ito, qui est historien de la science à l'université de Kyoto. Il a dit qu'en fait, pour lui, son stratégie, c'est de ne plus publier en anglais. Donc, lui, il travaille sur un physicien très connu, Yoshio Nishina, qui est considéré comme la fondateur de physique au Japon. Et puis, il se dit qu'en fait, finalement, pour son travail, il pense qu'il y a des choses qui n'arrivent à être traduites depuis japonais en anglais. Mais après, il se trouve confronté à la situation, le fait qu'il ne publie pas en anglais, c'est comme il n'existe pas dans le monde académique. Donc, en fait, nous, c'est aussi notre lutte quotidienne, c'est de choisir quelle langue. Et pour un jeune chercheuse comme moi, des fois, choisir de publier en anglais, c'est plutôt un chemin pour avoir un peu plus de visibilité, surtout sur l'histoire globale. Je ne sais pas si j'ai bien... Si, très bien. Justement, je voudrais poser une dernière question avant d'ouvrir à la salle, justement, la possibilité de la conversation. Dernière question à Laurent Varlouzet, parce que d'une certaine manière, c'est une question européenne. Le Grand Continent, par exemple, cette revue en ligne tout à fait ambitieuse, a une politique volontariste, hein, c'est-à-dire qu'elle a monté une belle et grande revue en français, elle l'a traduit en allemand, en italien, en polonais, en espagnol, et pour l'instant, elle dit l'anglais n'est pas prévu. C'est une provocation, au fond, mais c'est une manière de faire avec cette inégalité ce qu'on a fait avec les inégalités de genre, disons une politique du quota. C'est-à-dire à un moment, on se dit, mais quand ça va si mal, il faut quand même faire quelque chose d'assez brutal et de spectaculaire pour enrayer une évolution qui semble inéluctable. C'est vrai que c'est une question qui se pose aux institutions européennes et en particulier aux institutions européennes de recherche. Et on ne peut pas non plus négliger le fait, Laurent Varlouzet, que beaucoup de pays attendaient de la France qu'elle prenne ses responsabilités après le Brexit quant à la capacité de défendre le français comme langue de savoir. Oui, tout à fait. Alors là, en fait, dans la revue, comme peut-être maintenant dans l'Union européenne, sauf si on exclut le cas d'Irlande et de Malte, dans la revue, dans la plupart, enfin dans notre conversation en tout cas et dans la plupart, personne n'a l'anglais comme langue maternelle. Donc ça crée en fait aussi un aspect plus égalitaire, sauf que c'est peut-être plus facile pour un Français d'apprendre l'anglais que pour quelqu'un qui n'a pas une langue indo-européenne effectivement comme langue maternelle. Mais bon, déjà voilà, donc c'est une espèce de lingua franca, même si c'est pas tout à fait comme le latin, parce que personne ne parlait le latin comme langue maternelle. Donc ça, c'est un premier élément. Et j'irai même plus loin, parce que c'est vrai que à la Revue Monde, on est obligé de défendre un peu le fait qu'on publie, bon, majoritairement en français, mais quand même un petit peu en anglais. On va dire qu'on a 80% des articles en français, 20% en anglais. Pour moi, l'anglais, en fait, ça sert aussi à défendre le français. C'est un petit peu comme le judo et le jiu-jitsu, là. Enfin, vous utilisez la force de l'adversaire. C'est-à-dire que des collègues étrangers, alors américains, mais ça peut être aussi chinois, allemands, italiens, vont aller lire vos travaux en français si ils ont lu déjà un résumé des travaux en anglais, en fait, de votre part. Là, par exemple, mon livre Europe contre Europe, là, vous l'avez dit, Patrick, effectivement, c'est assez héroïque de publier ça. Bon, en France, ça suscite un intérêt, je vais dire, limité. Mais par contre, je suis invité à l'étranger parce que j'ai publié avant en anglais. Et du coup, des collègues étrangers qui parlent pas forcément très bien français, mais qui lisent le français, m'invitent pour parler du livre. Donc, l'anglais, ça peut être une langue pour défendre le français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter d'écrire en français, mais il faut écrire un petit peu en anglais pour faire connaître nos recherches, notamment à travers cette revue, pour qu'ensuite on lise dans notre langue. Et c'est la même chose pour moi. Je vais pas lire, j'ai plus de mal à lire l'allemand que l'anglais. Donc, je vais d'abord lire un collègue allemand en anglais, voir un petit peu ce qu'il écrit, pour ensuite aller voir l'allemand. Donc c'est pareil pour le français. Donc l'anglais, ça peut être aussi une arme pour nous. Merci beaucoup. On s'était dit qu'à 40, on pourrait ouvrir les questions au public. Il est 10h40. Donc si vous souhaitez
poser des questions. Oui. Laurent. Ah, Merci. vous avez été doublé. Oui. Oui, bonjour, merci. Le philosophe François Julien, qui s'est immergé dans la culture chinoise pour essayer de découvrir des impensés de la pensée européenne qui auraient été pensés en Chine, en chinois, est en train d'élaborer un concept qui s'appelle la décoïncidence, qui est la manière dont pourrait se fissurer le système par des initiatives locales de la société civile. Et à ce propos, je l'ai entendu dans un entretien dire une chose qui m'interroge et que je vous renvoie à la question, si vous pouviez m'éclairer là-dessus. Il dit, ce qu'il prévoit, c'est une régulation globale, la régulation politique, qui se ferait au niveau global, c'est-à-dire qu'il y aurait une universalisation d'un système, mais avec donc des fissures, des initiatives locales. Et il dit il faudra faire l'histoire autrement. Donc, je ne sais pas comment on peut penser cela. Qui veut réagir? Oui. Je pense qu'il me semble que c'est appelé à moi. Merci pour cette question et réflexion. Et justement, ça me permet aussi de parler quelque chose que j'ai préparé, mais j'ai pas eu un moment d'en discuter. Mais justement, c'est l'idée de régularisation globale d'un système. Ça existait déjà dans le 1960-1970. C'est-à-dire que par exemple, l'organisation internationale, comme l'Organisation mondiale de la santé, etc. En fait, juste à l'époque, ils ont déjà commencé à réfléchir comment on peut globaliser ou mettre en standard les connaissances locales. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils se commençaient à dire que peut-être pour le développement durable ou pour le développement économique dans le monde entier, on n'a pas besoin de sciences ou technologie qui est le plus haut niveau, mais on a besoin d'une science appropriée. C'est-à-dire que ce sont des sciences qui n'ont pas besoin de laboratoires très chers, etc. Mais c'est justement de regarder les connaissances qui est bien pratique et pas chères et de le diffuser dans les régions différentes. Donc, pour un peu répondre à votre question et réflexion, c'est que effectivement, ces demandes existent depuis très longtemps. Et effectivement, il y a toujours eu des initiatives, mais finalement, il nous reste encore un peu de temps de voir comment on peut le faire. Donc même, par exemple, pour la régularisation de médecine chinoise, etc. Voilà, donc c'est beaucoup de discussions en cours. Voilà. Ça me fait penser juste à quelque chose qui est lié d'ailleurs à la question du réchauffement climatique. Bon, il se trouve que moi, mon terrain actuel, sauf qu'il m'est fermé pour le moment, c'est la Yakoutie, c'est-à-dire la Sibérie orientale. Et en Yakoutie, c'est un pays qui est très grand, 6 fois la France, mais où il y a essentiellement du permafrost, donc de la glace permanente. Les villes sont construites sur la glace permanente, etc. Et il y a un savoir du froid et une connaissance des effets immédiats du réchauffement climatique très supérieur à nous, ce qu'on peut connaître, puisque c'est immédiat. Et de ce fait, il y a un institut à Yakoutsk, la capitale, l'Institut du permafrost, qui collecte depuis 20 ans des données de la part des communautés, notamment autochtones, qui vivent autour de l'océan Arctique, sur les réalités du réchauffement climatique, qu'est-ce que ça implique dans la vie quotidienne. Et aujourd'hui, ce fonds est intéressant pour beaucoup de pays, par le biais de l'UNESCO, du Forum Arctique, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que les savoirs autochtones, qui avaient été oubliés pendant la période de la modernisation économique, etc., sont aujourd'hui revalorisés, revisibilisés aussi.
Et donc, ça va dans le sens de ce que Yi Tangli évoquait et du rôle, par exemple, éventuel à venir de la médecine chinoise ou de médecine alternative à ce qu'a été le mainstream occidental de la médecine pendant un moment. Merci. Une autre question? Oui. Non. Ici. Ah, bah... Oui, bonjour. J'ai deux questions. Je voudrais revenir sur la discussion sur le rapport entre le genre et l'impérialisme. Parce que vous avez indiqué qu'une des articulations, c'était la question de l'intersectionnalité. Et je voulais vous demander aussi s'il n'y a pas à creuser la question de la binarité du genre, parce que l'idée selon laquelle il n'y aurait que deux genres, le masculin et le féminin, n'est pas une construction justement culturelle occidentale imposée au monde entier, parce que c'est loin d'être une évidence, cette question de la seule binarité du genre. Il me semble qu'il y a encore des sociétés aujourd'hui, comme en Indonésie, où officiellement on reconnaît 5 ou 6 genres différents. Après, des exemples historiques, il y en a pas mal. Je voulais savoir si c'était aussi une des dimensions que vous aviez explorées, cette question de l'Europe qui impose cette binarité du genre. Et une autre remarque, vous avez parlé de l'impossibilité de travailler sur les questions de genre dans certains contextes politiques autoritaires. Et je voulais, dans une moindre mesure, je voulais aussi poser la question de qu'est-ce qu'il en est en France, parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi des crispations liées à ces sujets-là, qui sont, on entend des polémiques liées à la sphère politique, dans un contexte, je pense, qu'on peut caractériser comme étant de droitisation de certains types de débats. Est-ce qu'il y a des conséquences aussi sur votre manière à vous de conduire des travaux sur la question du genre, mais aussi vous avez prononcé le mot race, et on sait bien qu'en France la simple prononciation de ce mot provoque des crispations. Donc quand on parle justement d'intersectionnalité, de classe, de race et de genre par exemple, est-ce que sans aller dans les régimes autoritaires, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés à surmonter quand on est chercheur ici en France? Sabine Dulin. Il y a beaucoup de questions. Alors, pour la première question sur effectivement, sur toute la fluidité en fait possible entre le féminin et les masculins et les rapports de genre, je suis pas sûre que seule l'Europe est constituée cette dimension binaire masculin-féminin. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés dans le monde qui ont fonctionné de cette manière-là et qui continuent de fonctionner de cette manière-là. On l'évoque notamment dans la partie de la conversation de Ben Cohen, qui s'intéresse beaucoup à justement toute cette fluidité de genre et les différentes possibilités transgenres. Donc c'est évoqué, même si c'est pas au cœur de la discussion, puisqu'il fallait forcément, on ne pouvait pas évoquer l'ensemble des aspects. Et pour un certain nombre de celles et ceux qui ont participé à la conversation, le plus important restait quand même la question finalement de la situation des femmes dans pas mal de pays, mais bien évidemment que l'homosexualité, les questions de transgenre, etc. sont évoquées. L'autre aspect, dans notre enseignement, alors je pense qu'aux États-Unis c'est peut-être encore plus qu'en France, donc certes il n'y a pas que un certain nombre de pays à dimension autoritaire qui posent le problème d'un enseignement et d'une recherche sur l'histoire du genre. Il y a des pressions d'un certain nombre de pans de la société, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, contre cette histoire considérée comme, en France on pourrait dire, le fameux wokisme. Alors c'est vrai que moi, en tant qu'enseignante à Sciences Po, c'est presque un peu l'extrême inverse. C'est-à-dire que si vous faites un cours, il se trouve que je fais un cours en deuxième année sur l'histoire globale du XXe siècle, si vous n'évoquez pas les questions de race et de genre à chacune de vos séances de manière un peu centrale, vous êtes pris à partie par un certain nombre, et l'environnement aussi, ça compte. Donc c'est vraiment les trois éléments qui sont absolument, qui nourrissent en fait la politisation, et je m'en réjouis, qui nourrissent la politisation des étudiants d'un certain nombre de nos universités, et ils sont très alertés là-dessus. Par exemple, je peux très bien dire Staline était un grand homme, ça fera un flop. Personne ne réagira. Pourtant, j'enseigne beaucoup les mondes communistes, donc on peut dire que Staline était un type super.
ça va pas franchement énerver l'Assemblée. Mais en revanche, si vous vous tournez, si vous montrez, je sais pas, si vous faites un commentaire, je me souviens une fois d'avoir eu le malheur de dire que Mustafa Kemal avait de beaux yeux verts. Et alors là, et encore je suis une femme, mais si c'était un homme qui avait dit ça d'une femme, alors là vous êtes, vous avez beaucoup de difficultés avec vos étudiants. Donc je pense qu'en France, en tout cas dans le monde étudiant, on est quand même plutôt dans un rapport assez positif aux questions de l'histoire du genre, mais bien évidemment que dans l'ensemble de la société, on sait bien les succès de l'extrême droite, et il faut évidemment s'en inquiéter. Il nous reste 10 minutes, il y a encore d'autres questions, Laurent Wirth. Oui, Patrick, vous avez dit que, et donc moi c'est une phrase qui m'a frappé, le monde est une conversation. Moi je poserais simplement la question, est-ce que le monde peut aussi être, finalement en liaison même avec cette conversation globale, un dialogue de sourds? Bon, je prends l'exemple d'Internet. Internet est aussi d'une certaine façon à l'origine d'une forme de tribalisation. Quand on voit fake news, etc., qui s'échangent. Et donc, moi, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une dialectique ou au moins une dyade entre globalisation et fragmentation? La question de la langue sur laquelle vous avez insisté est aussi frappante, hein, l'anglais versus la traduction. Vous avez dit, Patrick, que l'anglais, la traduction était la langue du monde. Umberto Eco avait dit aussi de son côté que la traduction c'était la langue de l'Europe. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette éventuelle dialectique globalisation-fragmentation qui concerne aussi l'histoire, puisque l'histoire, si on prend la formule de Popper, c'est une procédure de vérité globale, hein. Et face à cette histoire, procédure de vérité, s'affrontent non seulement les mémoires, mais aujourd'hui des versions entre guillemets officielles de l'histoire. Je pense à la vision poutinienne de l'histoire, et je renvoie au tract Gallimard de Nicolas Werth, Poutine, historien en chef. On voit que c'est histoire contre histoire. Or, le problème, c'est que la version poutinienne de l'histoire, elle s'impose à une grande partie du monde aujourd'hui. Oui, je pense que vous avez raison. Merci pour cette question. D'ailleurs, vous êtes vous-même, quand vous écrivez l'histoire de l'Europe, je dirais animé par cette opposition ou cette contradiction entre convergence et fragmentation. Et d'une certaine manière, il me semble la reconnaître dans les conversations qui constituent ce numéro 21 de la revue Monde Histoire Globale. C'est-à-dire alors je disais désenchantement, hésitation, ou en tout cas dialectique, entre ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare. Voilà pourquoi j'avais commencé par cette expérience singulière du Covid. Je me souviens aussi que lorsque j'avais dirigé l'histoire du monde, je me permets de parler à la première personne puisque vous m'interrogez moi-même, l'histoire du monde au XVe siècle, pour parler d'une mondialisation ancienne, on tentait de développer l'idée que l'histoire du monde n'était pas simplement celle des rencontres et des métissages, mais aussi l'histoire des anti-mondialisations, de la capacité des sociétés humaines à faire, disons, de la différence avec de la distance et de l'indifférence avec de l'hostilité et parfois de la violence avec tout ça. Donc, et on en est là. Et on en est là. Et ces rapports je dirais, ce que vous appelez le dialogue de sourds, il est aussi, d'une certaine manière, lié à l'objet même d'Histoire globale. Parce que pour nous, Histoire globale est un étendard je dirais, de l'art historique de se libérer des contraintes qui pèsent sur nous. En gros, c'est un mot d'émancipation. On cherche à se libérer de la tyrannie, du national, etc. Mais aux États-Unis, par exemple, l'histoire globale, c'est une matière. On parlait de qu'est-ce qui est enseigné, qu'est-ce qui n'est pas enseigné. N'oublions jamais que dans les campus américains, l'histoire globale, c'est une matière de premier cycle universitaire. C'est ce qu'on appellerait au XIXe siècle l'histoire générale. C'est-à-dire qu'on fait un peu d'histoire de la Chine, un peu d'histoire de l'Empire ottoman, un peu de tout, un peu en gros, très vaguement, pour satisfaire un public qui est mondialisé. Voilà. Donc,
donc, ça n'a rien d'émancipateur. C'est pour ça d'ailleurs que quand on va chercher, quand on fait une conversation historiographique, c'est difficile parce que si on s'enferme aussi dans cette littérature anglo-américaine, ben, on est dans un truc assez robuste, assez sûr de son fait, alors que nous, on va chercher dans l'histoire globale une manière d'inquiéter l'histoire. Je peux juste dire un micro-mot sur... Monsieur a parlé d'Internet. Internet, c'était un mouvement libérateur, émancipateur à l'origine aussi, et puis ça a aussi permis de diffuser des connaissances. Donc je pense qu'à chaque fois, effectivement, il y a une équivoque sur toute cette dynamique de mondialisation, de globalisation, qui porte en elle des dynamiques parfois contradictoires. Il y a une dialectique, une alchimie complexe qu'il faut retranscrire. Je voulais réagir aux questions aussi précédentes en les prenant toutes ensemble sous l'angle des sources. Pourquoi est-ce qu'on étudie beaucoup l'histoire par en haut? C'est aussi parce que les sources sont plus facilement accessibles, les sources étatiques, les sources d'organisation, mais il faut essayer de croiser les regards. C'est d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Pomerantz, à la base, dans son livre, il a trouvé des sources chinoises de la région de Shanghai qui revalorisaient le poids de l'artisanat, en fait, l'artisanat rural notamment. Et c'est comme ça qu'il en a déduit ensuite toute une réinterprétation globale. Et pour répondre aussi à monsieur sur l'accès des sources dans les pays occidentaux, effectivement, il n'est pas forcément aussi évident, même s'il est plus facile que dans les régimes autoritaires. Moi, j'ai une étudiante qui est dans les archives tunisiennes, elles étaient ouvertes il y a quelques années, et là, ça commence à se refermer. Mais nous, par exemple, les problèmes auxquels on peut être confronté, bon, c'est les archives type services secrets, des choses comme ça. Là, on s'était mobilisé contre une loi qui restreint l'accès aux archives, son succès malheureusement en début d'année. Mais ça peut être aussi les archives des entreprises. Là, un acteur global très important, notamment pour les problèmes environnementaux, c'est les entreprises. Et donc, vous savez qu'il y a eu un article de Christophe Bonneuil, par exemple, sur le rôle des entreprises pétrolières dans la négation du changement climatique. Bon, il avait étudié le cas de Total. En fait, il a trouvé que Total recourait à ce qu'on appelle cette fabrique du doute uniquement pour quelques années, au début des années 90. Mais bon, c'était assez significatif. Mais le problème, c'est que ces archives, je sais pas, peut-être pas forcément être accessibles, ou que d'autres entreprises, enfin moi ça m'est arrivé pour d'autres dossiers, les entreprises n'ont pas une obligation en fait de vous donner accès aux entreprises et à leurs archives, et donc du coup, elles peuvent les fermer au fur et à mesure de l'évolution de l'historiographie. Donc ça, c'était pour répondre à monsieur. Effectivement, dans nos pays, quand même, les archives sont assez largement ouvertes, mais il n'y a pas de garantie, et elles peuvent se refermer en fonction de préoccupations d'actualité. Bien, écoutez, je pense que l'heure est venue d'abord de remercier nos intervenantes et nos intervenants.